Mon invité est israélien mais passionnément européen. Il passe d'ailleurs souvent pour un Européen aux yeux des Israéliens et pour un Israélien aux yeux des Européens. Il s'est battu les armes à la main pour son pays, Israël. Il s'est battu pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, entre Israël et les pays arabes. Il s'est battu enfin pour l'idée européenne. Elie Barnavi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être là pour parler de votre livre qui sort chez Grasset, Confession d'un bon à rien. C'est une autobiographie. On revient avec vous pendant une heure sur Academ, sur votre vie. Alors, vous n'êtes pas français d'origine et vous avez écrit ce livre en français. Pourquoi le français? Parce que de par ma formation, de par mon métier, par passion aussi, il faut le dire, c'est devenu ma langue d'écriture. En fait, c'est la langue dans laquelle j'ai écrit la plupart de mes livres, la plupart de mes études, de mes articles. Et probablement aujourd'hui, c'est la langue dans laquelle j'écris avec le plus de plaisir. Et dans laquelle vous pensez, peut-être aussi. Ça dépend à quoi je pense. Ça, non. Ça dépend à quoi je pense. Je suis parfaitement bilingue, bien sûr. Mais voilà, c'est un livre qui a été commandé ici, en quelque sorte, qui est destiné d'abord à un public français. Donc l'écrire en français, c'était tout naturel, je ne me suis même pas posé la question. Et je fais peut-être une adaptation hébraïque moi-même. Je ne veux pas qu'il soit traduit. Mal traduit. Même bien, mais je voudrais l'adapter au public de mon pays, parce que ce n'est pas tout à fait le même, c'est pas le même type d'écriture. Et donc, mais en attendant, le seul objet qui existe, oui, il est en français, il a été écrit en français. Et on retrouve votre très belle plume, hein, j'ose le dire. Vous êtes né en 1946 à Bucarest, en Roumanie. Comment vous êtes venu au français? C'est une vieille histoire. D'abord parce que mon père a tenu à me faire apprendre la langue, donc j'ai commencé enfant, n'est-ce pas, je raconte cela un peu dans le livre. Et puis, donc j'avais une connaissance approximative du français. Et puis, en Israël, ma scolarité était très chaotique. J'ai passé une année au kibbutz. On va en parler. J'étais, oui. Et puis, en passant par le système scolaire israélien, seul, un peu abandonné, je n'ai rien fait. J'étais un lamentable élève, un élève qui lisait beaucoup, mais qui ne faisait rien par ailleurs, qui ne venait même pas. D'où ce titre un peu bizarre de ce livre. C'est une expression d'une directrice d'école qui, après m'avoir localisé, parce qu'au début, elle ne savait pas qui j'étais, m'a dit oui, lui, c'est un bon à rien. Et là, mon oncle, qui s'est occupé de moi, a cherché une école à Poigne. Il a trouvé un collège français. À Yafo. À Yafo, où j'étais pensionnaire, et qui était effectivement, par rapport au système scolaire en vigueur, était une école à Poigne. Et là, du coup, le français est devenu comme une deuxième langue maternelle, en quelque sorte. C'est devenu une passion, le français. Et c'est devenu la France, le français, la culture française, était déjà une passion. C'est devenu, c'est resté une passion, c'est devenu petit à petit un métier. Et vous avez conservé cet accent, pourquoi? Je l'ai conservé parce que c'était un choix? Je n'ai pas voulu m'en débarrasser. Oui, c'était un choix. On m'a proposé de me l'enlever. J'avais une amie qui m'a dit, orthophoniste, qui m'a dit en 2 semaines, je te fais parler comme un Parisien. Et je lui ai dit surtout pas, je ne suis pas un Parisien, je ne suis pas français. Je n'ai jamais voulu me déguiser. Et j'ai toujours été conscient du fait qu'une partie de mon succès relatif en France était dû au fait que justement que je n'étais pas français, que je venais d'ailleurs. Et j'ai tenu à rester moi-même, c'est-à-dire un homme entre deux cultures, un homme entre deux mondes, entre deux patries culturelles en quelque sorte. Et donc voilà, j'ai gardé cet accent bizarre qui n'est en fait de nulle part, puisque il est assez difficilement... C'est vrai que ce n'est pas l'accent israélien qu'on connaît. Non. Vos parents, Michael et Malvina, Malvina était
très belle, je crois, c'est ce que vous dites. C'est une très belle femme, oui. Vous aviez un rapport assez particulier avec elle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'était une femme malade, une femme qui a été abîmée par la guerre, mais à un point terrible, puisqu'elle a perdu 2 enfants en déportation en Asie centrale, qui ne s'est jamais remise et qui est restée donc une femme avec de très très gros problèmes psychiques, qui a fait des séjours en hôpital. Donc j'avais une relation très complexe avec elle et dont je garde un souvenir cuisant parce que je n'ai pas été un bon fils pour elle. Elle m'agaçait, je ne la comprenais pas. Pour un enfant en bas âge, même pour un adolescent, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et donc, je fais un choix inconscient sans doute, mais j'étais très proche de mon père, je n'étais pas proche de ma mère, on ne se parlait pratiquement pas, on n'avait presque pas de langue commune. Elle vous a transmis des choses quand même. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Elle m'a sûrement transmis des choses, mais inconsciemment, je n'en sais rien. Je sais très bien, je peux mettre le doigt sur ce que mon père m'a transmis, mais je suis incapable de dire ce que j'ai gardé de ma mère, alors que sûrement j'ai gardé beaucoup de choses d'elle. Le personnage dominant, le personnage central, clairement, c'est Michael. Ça a été Michael, oui. C'était mon père, qui, ça ne manquait pas de problème non plus. Je le trouvais faible, pas assez dominateur. Vous savez, on n'est jamais un bon père, et quand on le devient, on comprend cela. J'enviais mes camarades qui avaient des pères dominateurs, qui savaient ce qu'ils voulaient, qui savaient contre lesquels on pouvait se battre, on pouvait se positionner, alors que mon père était en adoration. Et eux, sans doute... Ils étaient très amoureux de votre mère, je crois, non? Oui, oui. Et en plus, sous sa domination à elle. Et c'est là que j'ai découvert l'extraordinairement force de la faiblesse. Ma mère était une femme qui ne pouvait rien faire. Mais elle avait du caractère, elle avait un caractère très fort. Et mon père a fait un peu ce qu'elle voulait. Et donc dans cet environnement qui n'était pas terrible, il faut bien le dire, je n'avais de cesse de le quitter. Donc ça a été le pensionnat, ça a été l'armée, ça a été dans le kibbutz, ça a été l'armée, ça a été toutes sortes de fuites, d'échappatoires. Et c'était un mariage très très jeune qui n'a pas très bien tourné. Tout pour garder ce monde aussi loin de moi que possible. Et ce monde, quand vous étiez en Roumanie, il ressemble à quoi par rapport à la tradition juive? La tradition juive, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du quotidien chez vous? Pas vraiment. Mon père était un ancien communiste, il était athée, il ne croyait à rien. Alors on avait une existence communautaire de grandes fêtes, si vous voulez, qui était plutôt une existence de club qu'autre chose. Il n'y avait pas de foi là-dedans. Il y avait un peu de savoir quand même, puisque mon père est issu d'une famille rabbinique, d'une longue lignée de... Mais déjà la génération de son père à lui, de mon grand-père, donc, elle s'est brisée net, puisque mon grand-père a fait l'école rabbinique, comme tout le monde dans la famille. Et puis, quand il a eu 20 ans, et, comme je le raconte, il s'est mis à fumer le Shabbat, il est devenu instituteur et révolutionnaire. Et donc, c'est un modèle de comportement, si vous voulez, qui était très, très courant à l'époque. Si vous lisez les romans de Bashevis Singer, vous retrouvez cette cela. Rupture avec la tradition. La rupture brutale avec la tradition, à laquelle on tourne le dos, le communisme d'abord, ensuite la déception du communisme et l'adoption avec le même enthousiasme et le même manque de sens critique, si vous voulez, du sionisme. Parce que votre père, il fait la guerre. Il fait la guerre dans l'armée rouge. Il est à Stalingrad.
Il est partout. Il est à Stalingrad, il est à Leningrad, il a la défense de Moscou, il a une brassée de médailles, et il fait une très belle guerre. Ma mère ne lui a jamais pardonné ça, puisqu'elle était seule avec ses deux enfants en bas âge en Asie centrale. Et communiste avant la guerre, il devient sioniste pendant la guerre. C'est-à-dire Pendant la guerre. Il découvre la brutalité du régime, l'ampleur de l'antisémitisme, la stupidité de la propagande, le crétinisme des commissaires politiques. Et à ce moment-là, oui, il devient sioniste et il n'a plus qu'une idée à ce moment-là, c'est de partir pour Israël. C'est partir pour Israël. Et il mettra du temps parce qu'on ne le laissera pas partir. Et on a fini quand même par pouvoir partir. Mais tard. Vous avez des souvenirs de ce communisme, de ce régime communiste? Alors, je croyais n'en avoir aucun. Je croyais avoir tout refoulé. Et en écrivant, oui, des souvenirs me sont remontés à la surface. Et j'ai des souvenirs, oui, très précis que je raconte d'un régime tout qu'on fait absurde. Et ce questionnage dans la mémoire, davantage que la cruauté du régime, c'est son côté absurde, le côté rhinocéros. Il est difficile, quand on vit dans un pays comme la France, il est difficile d'imaginer ce que pouvait être un régime pareil. C'était une absurdité totale. Et moi, je n'ai jamais compris que l'on puisse être encore communiste en Occident. Mais d'ailleurs, il est vrai que les communistes étaient ici et ceux qui le vivaient sur place ne l'étaient plus depuis longtemps. Vous partez en 1961 oui, pour en mai 1961, on part pour Israël alors qu'on avait un visa pour la France. Ah. C'est la France qui a fini par nous, parce qu'on a demandé pour aller partout. Donc c'était pas, vous vouliez pas aller en Israël particulièrement? Si, on voulait en Israël, mais on a essayé d'aller un peu partout. Là, et on a fini par avoir un visa pour la France, et puis à Vienne, on a bifurqué, parce qu'on savait qu'on voulait aller en Israël. Et effectivement, on a atterri à Haïfa. Premier souvenir d'Israël, c'est quoi? C'est l'approche du Mont Carmel, puisqu'on est arrivé par la mer, la beauté du paysage et la chaleur écrasante. On est arrivé un jour de Khamsin, un jour de Sirocco. C'était en mai. L'éblouissement, donc, cette espèce d'exaltation qu'on arrivait enfin au terme du voyage, et le sentiment très profond que j'arrivais chez moi. Ça, je me souviens très bien, et c'est un sentiment qui, en fait, ne m'a jamais abandonné depuis, malgré tout. Donc pas de déception, parce qu'en général, quand certains dirigeants sionistes arrivent en Israël, en Palestine, il y a soit ce moment d'éblouissement, soit parfois une petite déception. Pour vous, c'était j'arrive chez moi. Moi, j'étais un gambin. Pour mes parents, oui, pour mon père, c'était une très grosse déception. Ils n'ont jamais été heureux là-bas. C'était la rupture culturelle était trop brutale. Eux, ils ne se sont jamais, comme beaucoup de monde, la première génération a souvent été sacrifiée. C'est un déclassement social, votre père était dentiste. Ça a été un déclassement social, c'était un déclassement matériel, même, puisqu'on vivait plutôt bien en Roumanie. Et ça a été surtout un déclassement culturel. C'est-à-dire, mon père estimait que c'était un pays un peu barbare, un peu mal dégrossi. Les gens parlaient fort, on était habillés n'importe comment. Vous savez, l'Israël de cette époque-là, des années 50, 60, ça n'a rien à voir avec l'Israël d'aujourd'hui. C'était vraiment un pays bizarre. C'était comme l'a dit un jour mon ami Pierre Vidal-Naquet, quand il est arrivé, il m'a dit, mais c'est une démocratie populaire avec la démocratie. Et c'est vrai, c'était le même sentiment de manque de raffinement, c'était un pays brut, et pour mon père, qui était un homme raffiné, qui lisait plusieurs langues, et qui estimait jusqu'à la fin de sa vie que la seule culture, la grande culture, c'était la culture russe, c'était ça. Et dans la culture de cœur, celle
qu'il a absorbé dans son enfance, c'était la culture yiddish, la langue yiddish. Alors que Israël, c'était pas du tout ça. Et il apprend l'hébreu, donc vous apprenez l'hébreu. Et lui, il savait déjà l'hébreu. Il savait, et moi aussi. On se parlait hébreu. Mais il faut bien comprendre ça. J'ai du mal à l'expliquer aujourd'hui. Les Juifs orientaux vivent avec le sentiment très profond que leur culture a été écrasée, méprisée en Israël. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la première culture volontairement écrasée et méprisée, c'était la culture yiddish, qui a été foulée aux pieds, qui a été vraiment écrasée pour des raisons que je comprends. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est à quel point le sionisme s'est voulu une révolution, et que la révolution brûle ce qui lui a précédé. Et que donc, si on veut construire un homme nouveau, il faut le construire en sacrifiant ce qui a été pour ces gens qui ont construit le pays, ce qui a été pour eux, ce n'était pas la culture ladino ou judéo-arabe, c'était la culture yiddish. C'était ça qui a été. Et donc, ça a été d'une dureté, c'était un combat d'une cruauté incroyable, n'est-ce pas? Je me souviens d'une anecdote terrible où un rescapé de la Shoah en pleine guerre vient voir Ben Gurion pour lui expliquer ce qui se passe en Europe. Et il lui parle yiddish. Et Ben Gurion lui dit: je ne parle pas ce jargon. C'était une position de principe. Alors qu'il savait très bien, évidemment, il ne parle pas ce jargon. C'était ça. Et mon père a vécu cela, évidemment, très très mal. Et donc il ne s'est jamais adapté, comme beaucoup de gens de cette génération qui sont arrivés en Israël. Pour moi, c'était relativement facile. Et vous, vous arrivez en Israël, vous allez dans un kibbutz? Alors j'arrive en Israël, je vais dans un kibbutz pour une année. Je choisis d'y aller en quelque sorte. Je m'intègre tellement bien que je failli y rester. Mais pourquoi le kibbutz Gat? Parce que c'est pas n'importe quel kibbutz, c'est un kibbutz du Hashomer Hatzaïr, c'est un kibbutz très à gauche. C'était la principale fédération de kibbutzim, c'était un kibbutz Mapam, ça me convenait très bien. J'ai appris le marxisme, j'ai appris beaucoup de choses. Non, parce que vous n'êtes pas marxiste à la base. Pour moi, ça n'avait aucun sens à l'époque. Ça n'avait aucun sens. Mais vaguement, je savais que j'étais de gauche, mais je ne savais pas ce que ça veut dire. Et là-bas, il y avait une forme d'endoctrinement. Là encore, on oublie ce que ça a été. Enfin, vous le savez très bien parce que vous avez étudié la question. Mais c'était un pays extraordinairement politisé. Et la gauche était une gauche très très dure. Vous savez, c'était le Mapam, qui était un parti sioniste, parti des kibbutz. Parti ouvrier, c'était le parti des kibbutzim. C'était un parti stalinien. On oublie cela. C'est-à-dire quand Staline est mort, c'était une tragédie. Le journal du Mapam a publié dans sa manchette, c'était le soleil des peuples est mort. Donc vous quittez la Roumanie communiste pour aller dans un kibbutz stalinien. Oui, c'était assez paradoxal. Mais bon, c'était comme ça. C'est-à-dire, je ne faisais pas vraiment attention à cela. N'oubliez pas, j'avais 15 ans, c'était pas non plus. Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette expérience? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Elle a fait ma socialisation politique. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis israélisé définitivement là-bas, y compris, je reprends de la langue, des relations avec les jeunes du pays. Je suis devenu là, un Israélien. L'hébreu que je parlais était un hébreu assez galoutique. Hein. Là, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Je me suis intégré, j'ai appris les relations humaines qui sont assez rugueuses. Hein. J'ai appris... avec aussi de la solidarité, peut-être. La solidarité. Ma première
ma première expérience féminine, hein, c'est là-bas que je l'ai faite. Et par le biais de l'affaire du procès Eichmann qui se déroulait au même moment et dont on parlait beaucoup. Oui, c'est l'année où vous arrivez, c'est 61. C'est l'année où j'arrive. Et donc on suivait avec passion, bien sûr, ce procès. Et du coup, j'ai pris conscience d'une histoire que j'ignorais à peu près complètement, puisque mon père, vous savez, cette génération, ne parlait pas de ces choses-là. De la Shoah. Ne parlait pas de la Shoah. Et donc, oui, le kibbutz m'a beaucoup donné. J'ai failli, je l'ai dit, j'ai failli y rester. Bon, très vite, mon oncle a compris que il n'en est pas question. Mon oncle s'occupait de moi, il est venu me tirer de là. Il m'a dit, bon, ça suffit, assez rigolé. Vous auriez pu rester, faire votre vie dans un kibbutz? Oui. Oui. Je le croyais à l'époque. Peut-être, sans doute, me faisais-je des illusions. Il y a un prix à payer pour vivre au kibbutz. C'est pas si évident que ça. Il y a un prix à payer. Mais à l'époque, il me semblait merveilleux. Quel est le prix à payer? Le prix, c'est une certaine mutilation de son individualité, quoi. Il faut s'insérer dans une commune. Et on oublie ce qu'était le kibbutz, tout bonnement la seule expérience collectiviste, volontaire, séculière de l'histoire de l'humanité. C'est ça le kibbutz. Et démocratique aussi. Oui, volontaire, je dis bien démocratique. Donc, ça n'existait pas, ça n'a jamais existé. Et on a eu des communautés religieuses, chrétiennes, catholiques, ou comme aux États-Unis, protestantes. On a eu des communautés collectivistes imposées, mais librement consenties. Jamais. Le kibbutz, je crois que vous dites d'ailleurs dans votre livre que si le kibbutz n'a pas marché, en tout cas sur le long terme, c'est parce qu'il n'y avait pas de religion en quelque sorte. La religion manquait. Oui, et puis c'est contraire à la nature humaine. La seule chose qui puisse contraindre, c'est ou une contrainte extérieure, ou la religion. Sinon, et le kibbutz a été une réussite relative, ou un échec relatif, comme on voudrait. Et le fait est qu'il s'est largement privatisé. C'est-à-dire que l'aspect collectiviste, communal, où les enfants sont élevés ensemble, c'est très spatial tout ça, vous vous rendez compte? Les parents ne retrouvent leurs enfants que le soir après le travail pour 2 heures, et après ils repartent à la maison commune. C'est fou. Hein. C'est difficile à imaginer. Le rêve de briser la famille bourgeoise, l'amour libre, tout en étant une communauté très prude, tout compte fait. Tout ça, je suppose que c'est assez difficile à vivre à la longue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sauf exception, il y a encore des kibbutz qui fonctionnent comme ça, mais l'immense majorité est privatisée maintenant et individualisée. En 1965, vous avez 19 ans, vous vous engagez dans l'armée, vous faites votre service militaire, vous allez devenir ce que vous appelez une machine à tuer. C'est une période difficile pour vous? Comme pour tout le monde, mais que j'ai vécu assez bien finalement. Je me suis pas mal adapté. Je dis pas que j'ai aimé ça, mais je n'ai pas non plus détesté ça. J'ai fait, et puis j'étais plein de passion nationale, quoi. J'avais envie d'être là, de faire le mieux possible, de défendre mon pays. Donc j'ai choisi une unité d'élite. Parachutiste. Oui, et ça ne s'est pas trop mal passé pour moi. Mais encore une fois, c'était un moule. Tout le monde passait par là. C'est-à-dire, pas moyen d'y échapper. Et à l'époque, vouloir échapper ou vouloir être dans un bureau, c'était considéré comme... c'était vraiment très, très mal considéré. Donc c'était... Jobnik. Ça, Jobnik. Donc ça aussi, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Le pays a énormément changé. À l'époque, c'était... oui, c'était une société assez spartiate, finalement. Après ça, ce sont les études, l'université de Jérusalem. Pourquoi on devient historien? Ça, c'était vraiment par goût. C'était un choix. Déjà à l'école, j'étais très bon en histoire. J'étais considéré comme l'historien de la bande. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc il était évident pour moi que je ferais de l'histoire. C'est que je ne savais pas ce que je deviendrais historien. Je savais que je voulais faire de l'histoire,
mais je ne voulais pas nécessairement devenir historien professionnel. J'ai fait aussi Sciences Po en même temps, dans l'idée que je serais Vous vouliez être journaliste, je crois, à un moment journaliste ou serviteur de l'État. C'était ça mon idée. Et l'histoire était par goût et comme science auxiliaire. C'est quelque chose qui est toujours bon à apprendre. Et puis c'est à l'université que j'ai changé d'optique et que j'ai pris l'histoire parce que c'était un très bon département, que c'était des études très, très sérieuses et que Sciences Po, ça m'a paru un peu léger. Tel que c'était fait là-bas, du moins. En Israël. En Israël. À Jérusalem, il y a Sholem, Talmon, Avineri, à l'université de Jérusalem. Lequel est le plus grand des trois, lequel vous avez pu rencontrer, vous avez pu fréquenter? J'ai eu comme maître uniquement Avineri. Talmon était en année sabbatique quand j'étais à Jérusalem. Il était à Oxford. Sholem n'enseignait plus. Et de toute façon, il n'était pas dans mon département. Et Avineri, je l'ai eu à Tel Aviv. Quand je suis allé à l'université de Tel Aviv, il assurait aussi l'enseignement là-bas. Et Avineri m'a effectivement beaucoup donné. Mais j'ai eu d'excellents professeurs, vraiment. J'ai eu à l'époque, l'université de Tel Aviv offrait les meilleures études d'histoire du pays. Et ils soutenaient largement la comparaison avec ce qu'on faisait de mieux ailleurs, à l'étranger. Et oui, j'ai eu de bons maîtres, j'ai fait de bonnes études. Et aussi, j'ai eu à l'époque, tout le monde est passé par chez nous, notamment toute l'école d'histoire française, qui à l'époque était magnifique, c'était la meilleure au monde, n'est-ce pas, l'école des Annales. Ils sont tous venus, à un moment ou à un autre, ils sont tous venus à Tel Aviv. À votre initiative d'ailleurs, souvent. Certains à mon initiative, certains non, mais j'ai connu la plupart des grands noms de l'historiographie française, je les ai connus à Tel Aviv avant de venir en France. En tout cas, en Israël, quand on veut faire de l'histoire, il y a l'histoire du peuple juif, l'histoire juive et l'histoire générale. Ça peut nous paraître un peu bizarre à nous. L'histoire du peuple juif, elle est si spécifique que ça? Non, c'est une ânerie en fait, c'est vraiment une anomalie. C'est comme ça que ça s'est fait historiquement. Il y a donc 3 départements d'histoire, puisqu'il y a l'histoire du peuple juif, il y a l'histoire du Proche-Orient, donc les orientalistes en gros, et il y a l'histoire dite générale qui était à l'époque en fait l'histoire de l'Europe. En fait, c'était ça qu'on faisait. Et vous faites de l'histoire générale? Et moi, je fais de l'histoire générale. Donc, je fais de l'histoire ancienne, du Moyen-Âge, enfin, je fais tout ce que l'on fait dans ce type de département. Et c'était un très bon département. J'ai toujours estimé que à couper comme ça l'histoire en tranches, c'était une idiotie. Je veux dire, quel sens ça a d'avoir un département d'histoire juive à part, alors que Dieu sait que tout ça va ensemble, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc moi j'étais dans ce département d'histoire dite générale, qui était en fait un département d'histoire occidentale. Quoi. Et vous choisissez, quand on est historien, on choisit une période, vous choisissez la première modernité, ça va de la Renaissance à la Révolution française. Pourquoi cette période? À la fois parce que c'est la période qui m'intéressait, justement c'était la période charnière entre ce qui a été et ce qui viendra. Je trouvais ça passionnant par certains côtés, le XVIe siècle est vraiment un siècle moderne. Par d'autres, il se rattache encore au monde médiéval. C'était aussi une période qui permettait encore de faire du neuf, où il y avait énormément de matériel à découvrir, des documents. Et aussi, de manière plus prosaïque, parce que l'université avait besoin de spécialistes de cette période. Et donc, ils m'ont envoyé, c'est mon université qui m'a envoyé à Paris faire une thèse doctorat. À la Sorbonne. À la Sorbonne, dans cette tranche de temps. Et à l'intérieur de cette tranche de temps, j'ai choisi la guerre de religion. Et là, c'est un choix conscient. Je sentais que ça nous pendait au nez. Que c'était pas terminé, cette affaire-là, que la religion revenait en force, la religion politique revenait en force. Et que donc, il y avait moyen d'apprendre quelque chose sur ce qui se passe aujourd'hui, en passant par ce qui s'est passé à l'époque
dans l'Europe et la France des guerres de religion. L'instrumentalisation de la religion par le politique, c'est ce que vous dites, on n'en est pas sorti. Oui, on dit instrumentalisation, mais moi je ne crois pas beaucoup à ça. C'est pas qu'on instrumentalise, on le vit comme ça. C'est pas que sciemment on dit on va se servir de la religion pour faire de la politique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ces gens-là, ils croient, et c'est ce qui les rend tellement dangereux. Et moi je raconte toujours que quand j'ai publié mon premier livre, qui était tiré de ma thèse, je l'ai appelé Le Parti de Dieu. Et qu'au même moment où le livre est paru, en 82, le Hezbollah est né au Liban. Et Hezbollah en arabe, c'est le Parti de Dieu. Et donc, vous savez, il y a en gros deux sortes d'historiens. Il y a ceux qui s'intéressent surtout à la singularité et ceux qui s'intéressent à la généralité. Moi, je suis plutôt du second genre. Et j'aime bien voir les permanences à travers l'histoire. Je crois beaucoup à ce que les Français ont appelé l'histoire des mentalités et la permanence de certains traits de mentalité à travers les âges. Et je retrouve dans la Ligue, puisque c'était mon sujet de thèse, dans la Ligue française, dans ce parti extrême catholique de la seconde moitié du XVIe siècle, je trouve pas mal de caractéristiques des partis confessionnels extrémistes aujourd'hui. De l'islam politique. Pardon ? Des deux partis, vous voyez une comparaison entre ces guerres de religion qu'on a pu vivre avec la situation actuelle et notamment avec l'islam politique, l'islamisme, c'est ça ? Absolument, absolument. Et pas seulement l'islamisme d'ailleurs, avec le néo-messianisme juif en Israël aussi. Ce sont quand vous écoutez le Hamas et l'extrême droite messianique israélienne, vous trouvez exactement le même modèle de pensée. Quels sont les points communs ? Et parfois, mais le fait que la seule chose qui légitime la vie en société, c'est la religion. Et donc, aucun compromis n'est possible, parce que tout compromis, c'est une compromission vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, vous regardez ce que disent, vous écoutez ce que dit le Hamas sur la terre d'Israël et ce que dit l'extrême droite messianique religieuse, vous avez exactement la même chose. Moi, je veux bien, mais je ne peux pas, puisque ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Donc c'est la politique, le politique humain investi par le divin, vous trouvez ça. Vous trouvez ça chez les Palestiniens, vous trouvez ça chez les Israéliens, vous trouvez ça dans l'islam en général. Et vous le trouviez dans le monde chrétien, moi maintenant, à l'Église catholique, mais vous le trouvez dans le monde protestant, hommage du monde protestant. Ce sont les mêmes, et vous le trouvez dans l'Église orthodoxe aujourd'hui. Regardez bien ce qui se passe. De plus en plus, les gens comprennent ici que l'un des aspects de la guerre de Poutine en Ukraine a aussi une dimension religieuse. On pensait que cette politisation de la religion, c'était un peu du passé. On le pensait en tout cas pour le christianisme, on le pensait d'une certaine manière aussi peut-être pour le judaïsme, avec l'avènement du sionisme. En fait, on n'en sort jamais vraiment. Ça revient toujours. On pensait aussi, certains disaient aussi que l'islam, c'était une question de temps avant d'arriver à cette sécularisation. Vous le pensez ? C'est la grande question, et en fait, je n'en sais rien. L'Église catholique l'a fait, sous la contrainte, mais elle l'a fait. Mais elle l'a fait aussi parce qu'il était plus facile pour l'Église de le faire, dans la mesure où la distinction, je ne dis pas la séparation, mais la distinction entre les ordres est déjà aux origines du christianisme, n'est-ce pas ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Et il y a d'emblée, il y a deux ordres, il y a deux épées, il y a le séculier et le temporel, qui ne se mélangent pas. Il y a le pape et l'empereur. Et vous n'avez pas ça dans l'islam ni dans le judaïsme. Il n'y a pas un État qui précède ces religions. Ce sont des religions qui précèdent l'État. Et c'est ça qui rend la laïcité tellement difficile, sinon impossible dans l'islam, comme dans le judaïsme. Il faut l'imposer de l'extérieur.
Et c'est une affaire très très compliquée. Alors je ne dis pas que ce ne serait pas possible, mais je dis que Ça demande des efforts. c'est très très compliqué. Oui. On va avancer un peu dans le temps. Novembre 2000, vous revenez à Paris, vous êtes reparti, vous revenez à Paris, cette fois pour y devenir ambassadeur. Vous êtes nommé par Ehud Barak. Pourquoi vous? Pourquoi moi? C'est Shlomo Ben-Ami donc, qui devient ministre des Affaires étrangères. Shlomo est un ami de l'université, c'est un historien lui-même, historien de l'Espagne contemporaine, très bon historien d'ailleurs. Et on a, lui et moi, une espèce de gentleman's agreement, puisque je l'aide beaucoup à percer en politique. Et on a un accord comme ça. Le jour où il sera ministre des Affaires étrangères, il me nommera ambassadeur à Paris. C'est un vieux fantasme pour moi, c'est de mettre ensemble ces deux cultures, ces deux pays, ces deux patries culturelles. Et le hasard fait bien les choses. L'ambassadeur précédent meurt dans des circonstances romantiques, intéressantes, comme Félix Faure, dans les bras de sa maîtresse. Et Shlomo m'appelle et me dit voilà, je te nomme ambassadeur à Paris. Et Barak n'avait aucune raison de lui refuser cela. Et donc je suis nommé par ce tandem ambassadeur à Paris. Ce n'était pas un choix absurde dans la mesure où j'avais une bonne connaissance de la politique israélienne, dans laquelle j'avais été plutôt actif, et que j'avais une certaine connaissance de la France, de sa culture, de sa société. Mais vous n'êtes pas un proche de Barak. Vous êtes plutôt un Shimon Peres boy, hein, c'est ça votre parcours. Vous avez pris votre carte au parti travailliste dans les années 80. Plus à ce 80. moment-là, depuis longtemps, j'avais compris qui était Shlomo Ben-Ami. J'étais un proche par la force des choses, un ami proche de Shlomo Ben-Ami, qui lui n'était plus du tout un proche de Peres, ils étaient plutôt à couteau tiré. Et donc, je connaissais Barak, on était plutôt amis. Donc tout ça s'est passé plutôt bien. Et ces premiers mois ont été des mois privilégiés quand j'étais ici, puisque j'avais un gouvernement ami à Jérusalem. En pleine intifada. En pleine intifada. Ça a changé très vite, évidemment. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est nommé comme ça, ambassadeur en France, en pleine intifada? On se dit, oula, ça va être compliqué? Oui, ça va être compliqué, mais c'est pour ça que c'est tant mieux en quelque sorte. C'est pas tant mieux qu'il y ait une intifada, mais tant mieux que je puisse être là à ce moment pour amortir un peu, pour essayer d'arrondir un peu les angles, pour essayer d'avoir un certain rang politique aussi. Et le fait d'avoir un pays ministre, ministre des Affaires étrangères ami, permettait, pensais-je, un certain rôle politique. Et j'ai essayé. Ça ne s'est pas très bien passé pour des raisons qui tiennent à la nature de la politique en France et en Europe à ce moment-là. Je l'explique assez longuement dans le livre. Et après, très vite, Barak perd les élections. Et c'est Sharon qui arrive au pouvoir avec Peres comme ministre des Affaires étrangères. Et donc je perds mes soutiens naturels à Jérusalem et je me trouve seul en fait. Mais Elie Bar-Danny, vous êtes un homme libre. Et le rôle d'un ambassadeur, ce qu'on pense en France, c'est souvent de relayer la hasbara, l'explication en hébreu. Expliquez-nous ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la hasbara? C'est de la propagande? Qu'est-ce que c'est? Hasbara, c'est la traduction littérale, c'est explication. La traduction officielle, c'est diplomatie publique. Et la traduction vraie, c'est propagande. Or, je suis quelqu'un qui ne supporte pas la propagande et qui pense par ailleurs qu'elle est, non seulement elle n'est pas productive, mais qu'elle est contre-productive. Et donc, très vite, je décide d'avoir une ligne bien à moi. Enfin, j'étais un peu un électron libre et j'ai décidé plutôt d'être le perroquet de mon gouvernement, d'avoir évidemment, ne pas être complètement hors de la ligne parce que ça n'a pas de sens, mais d'avoir une voix singulière, ne jamais mentir, respecter mon public, ne pas faire de propagande à un mot. Et dans la mesure où j'ai eu un petit succès, je crois que c'est dû à ça. Quelle a été la relation que vous avez pu avoir avec la presse française? Écoutez, parfois violemment
hostile. Hein, j'ai eu quelques expériences difficiles, dans l'ensemble courtoises. Et la presse a été disons, les responsables de journaux, y compris ceux qui ne paraissent pas comme immédiatement favorables à Israël, ont été très corrects avec moi. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu le cas d'un directeur de publication qui refusait un papier que je lui envoyais. Jamais. Et de ce point de vue-là, je dois dire que j'étais plutôt bien traité. Vous avez eu quelques explications quand même avec l'agence France Presse, je crois, sur quelques termes. Oui, mais j'ai été écouté. J'ai été écouté avec attention. Parfois même, ça donnait quelques résultats. Je crois que les gens m'ont respecté parce que je les respectais. Ils avaient l'impression d'avoir face à eux quelqu'un qui ne racontait pas de salade et qui avait une tâche difficile à remplir, ce qu'ils comprenaient très bien. Et en même temps, j'étais ce qu'on appelle dans le jargon un bon client. Un bon client, voilà. Comment vous qualifiez la manière qu'a la presse française de couvrir Israël, le conflit israélo-palestinien? Parce que la communauté juive, on dit que c'est biaisé, d'autres qui disent que c'est plutôt équilibré. Comment vous qualifiez-vous cette manière de couvrir les événements? Bon, d'abord, la presse française, c'est large. C'est large. Hein, disons que la presse française, si je parle d'aujourd'hui, s'intéresse de moins en moins à nous. Il faut le dire. C'est l'obsession qu'il y avait. Il y a eu un moment de véritable obsession de la presse française, comme de la presse globale d'ailleurs. C'est terminé. Il y a une espèce de lassitude et ils nous lâchent un peu les baskets, pour parler vulgairement. On parle moins d'Israël. Dans l'ensemble, la presse a été moins anti-israélienne qu'un certain public juif et israélien ont bien voulu. Et ça dépend aussi de quelle presse on parle. C'est-à-dire que plus le journaliste a du temps et plus il est équilibré, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, le pire pour nous, c'était la télé, parce que la télé montre des images. Des images. Et il n'y a pas toujours, il n'y a pratiquement jamais l'explication de l'image. Donc c'est toujours une communication en coup de poing. La radio, c'est déjà mieux, ils ont davantage de temps. Moi, me suis beaucoup servi de la radio en France. J'avais mon rond de serviette chez Pascal Paoli le matin, France Inter. Et j'étais vraiment traité plutôt de manière courtoise. Même quand vous étiez ambassadeur d'Ariel Sharon, parce que du coup Ariel Sharon arrive au pouvoir. Oui, j'ai pu m'expliquer. Et puis la presse écrite, alors là, on a tout l'éventail. Et parfois, j'étais plutôt bien traité, parfois un peu moins bien. Mais j'ai pu m'exprimer. Chaque fois que j'ai pris la plume, j'ai pu m'exprimer. Donc une journaliste a dit, quand je suis rentré, que j'ai eu un roman d'amour avec la presse française. Je crois qu'elle n'avait pas complètement tort. En tout cas, je me suis débrouillé mieux que de ce point de vue que la plupart de mes prédécesseurs. Racontez-nous cette période donc, où Ariel Sharon arrive au pouvoir et vous devez précisément relayer les explications, en tout cas expliquer à la population française ce que fait Ariel Sharon, ce que fait le gouvernement israélien dans les territoires pendant cette intifada. Alors, sur ce plan, mon meilleur allié, c'était Arafat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ce type de combat-là, l'attentat suicide, ils m'ont rendu, hélas, la tâche facile. Parce que ça, vraiment, c'était révolté par cela. C'est quelque chose... Et je passais mon temps à dire, oui, je suis pour un État palestinien, mais ce type de combat-là n'est pas acceptable. Donc, je n'ai pas eu de problème de dire, même au moment de l'opération de reconquête des villes palestiniennes, après le terrible attentat à l'hôtel Parc à Pessah 2002, il y a eu une opération très dure, notamment à Jenin. Je n'ai pas eu de problème avec ça. Je dis bon, on n'a pas le choix. Ça, il faut que ça cesse. De manière ou d'une autre, il faut que ça cesse.
Et donc, de ce point de vue-là, c'était plutôt facile. Et puis Sharon est venu. Et il a conquis tout le monde. C'était assez extraordinaire, d'ailleurs, en France. Il est venu ici en visite de travail. Et là, ils se sont aperçus que le soudard brutal, c'était pas tout à fait, ça correspondait pas tout à fait. Il a charmé tout le monde, c'était extraordinaire. Chirac, Védrine, tout le monde, c'était un spectacle tout à fait étonnant. Et donc, il m'a plutôt facilité la tâche, si vous voulez. Parce qu'il y a peut-être aussi un malentendu, c'est-à-dire qu'en France, quand on dit que vous êtes de gauche et israélien, on pense pacifisme, mais vous n'êtes pas un pacifiste. Je n'ai jamais été un pacifiste. J'ai toujours été amoureux de la paix, ce qui est très différent. Et je suis même philosophiquement hostile au pacifisme de principe. Je crois que le pacifisme, c'est la latitude de leurs méchants de faire ce qu'ils veulent. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il faut savoir se défendre quand on est... Il faut savoir se défendre. Et donc j'ai toujours été ce qu'on appelle en Israël parfois une colombe au cerf d'acier. Et ça, quand vous dites ça, vous avez rencontré Jacques Chirac, vous avez rencontré François Mitterrand. Déjà, lequel des deux est le plus pro-Israël? Je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas le plus... Mitterrand était définitivement davantage pro-israélien. Chirac n'était pas pro-israélien. Chirac était judéophile, sincèrement judéophile, et plutôt anti-israélien. Anti-israélien? Oui, mais je crois qu'il l'était par tiers-mondisme. Chirac était un drôle d'animal politique c'était pas un vrai homme de droite, il était plutôt du genre Ratzok, avec une touche de tiers-mondisme. Il n'aimait pas l'Occident, il n'aimait pas les Américains. Et Israël était là-dedans, une espèce d'avant-poste occidental. C'est pour ça qu'il n'a jamais été pro-israélien. En revanche, il n'a jamais été antisémite, loin de là. Et j'ai des anecdotes, je raconte des cas concrets où il a prouvé qu'il était plutôt... Il connaissait assez bien les juifs, le judaïsme. Et vous racontez cette histoire aussi où il vous parle de Yasser Arafat? Alors, Yasser Arafat, mais il le détestait. Mais il ne l'a jamais dit en public. Il a dit, ce type-là, on ne peut pas lui faire confiance. Il est comme Aliyev. Vous vous souvenez d'Aliyev, le président du Kazakhstan? Vous lui donnez un bras, il vous prend la main. Voilà, il y avait ça aussi. Il comprenait assez bien. Et en même temps, il avait une espèce de méfiance instinctive vis-à-vis d'Israël. C'était à la fois, le commerce avec lui était à la fois agréable, c'était un homme agréable et sympathique, et politiquement c'était assez dur. Je me suis attrapé avec lui plusieurs fois. Mais il m'aimait bien, donc ça s'est plutôt bien passé. Il y a de très belles pages d'ailleurs dedans. Elie Barnavi, le processus de paix aujourd'hui est au point mort, je ne sais même pas comment qualifier ça. Vous croyez toujours à un État palestinien à côté d'un État juif? Je crois qu'il est inévitable, vraiment. Je sais que quand on dit ça comme ça, on me regarde parfois avec un petit sourire amusé, avec un peu de pitié parfois, et me dit de quoi parle-t-il? Mais je suis persuadé qu'on finira par arriver parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il ne faut surtout pas tomber dans le panneau de ceux qui parlent d'un État binational. Il n'y aura jamais d'État binational. Pourquoi? Parce que personne n'en veut. Les Israéliens n'en veulent pas. Imaginez-vous, les Israéliens acceptaient un Premier ministre palestinien. Il y a un ministre arabe aujourd'hui. Ministre arabe, ça va, à condition que ce soit un État des Juifs. Jamais ils n'accepteront un État binational avec ce que cela veut dire. L'État binational comme le Liban. Il n'y aura pas. Et donc, le véritable choix que nous avons, ce n'est pas entre un État binational et pas d'État palestinien, c'est entre un État unitaire d'apartheid et une solution à deux États. Si vous mettez ensemble ces deux peuples et qu'ils sont paritaires à l'intérieur du même État, ils n'auront pas le même droit. Impossible. Sinon, c'est à terme, il n'y a plus de souveraineté juive en Palestine, c'est quand même pas pour ça qu'on est allé là-bas.
et ce serait donc un État d'apartheid. Pas parce que nous le choisirons, mais parce que la situation s'imposera à nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quand je dis apartheid, je n'entends pas comme en Afrique du Sud. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'apartheid, enfin, certaines organisations parlent d'apartheid aujourd'hui en Israël. Écoutez, dans les territoires occupés, c'est une situation de fait d'apartheid. Quand vous avez deux populations inégales, dont l'une qui ont des systèmes de droit différents, c'est de fait une situation d'apartheid, pas raciale, mais ethnique. Ceux qui disent qu'il y a de l'apartheid à l'intérieur de l'État d'Israël, les mots n'ont plus aucun sens, ils disent n'importe quoi. Et d'ailleurs, Amnesty est tombé là-dedans, et même B'Tselem a fait des organisations des droits de l'homme israéliens, ils sont tombés dans ce panneau. Évidemment, c'est stupide, mais si on ne met pas une frontière entre eux et nous, on y arrivera, nécessairement. C'est la situation que l'on voudra. Je reviens juste à cette période, donc vous êtes en France, vous êtes diplomate en France, vous découvrez la communauté juive française, enfin vous découvrez ou vous redécouvrez la communauté juive française. Si vous deviez la qualifier en quelques mots, cette communauté juive française, et son évolution peut-être? C'est une communauté qui, en gros, est devenue de plus en plus religieuse et de plus en plus de droite. Et je pense que c'était inévitable. Elle se sent oppressée. Et donc, c'est une action de défense. J'ai vu comment ça s'est passé. C'est-à-dire, c'est une communauté qui s'accroche de plus en plus à une vie communautaire, donc à la religion. On voit bien la montée de l'élément religieux et qui s'accroche de plus en plus à Israël. Elle a passé un processus de sionisation très, très, très net. Mais sionisation de droite. Ils sont de plus en plus, et ça je l'ai vu, je l'ai éprouvé, j'en ai longuement parlé avec eux, j'étais très présent pour la communauté. Je suis allé partout. Et vous appréciez d'ailleurs, vous étiez apprécié au sein de la communauté, je crois que vous avez eu des Oui, ils se méfiaient de moi en même temps, oui, parce qu'ils sentaient que je les aimais bien. C'est-à-dire c'était évident que j'étais proche d'eux, quoi. Et je leur disais ce que je pensais. Que des fois, j'ai dû leur dire, mais attendez, je ne suis pas ambassadeur auprès de vous, je suis ambassadeur auprès de la France, je suis ambassadeur d'une puissance étrangère. J'étais accueilli dans des salles, un peu partout, je suis allé partout, avec des drapeaux israéliens, il n'y avait pas un drapeau français. J'ai dit, écoutez, ça va pas. Qu'est-ce que vous en pensez ça, oui. Quelle était votre réaction quand vous arrivez dans ces salles, des drapeaux d'Israël, pas de drapeau français? Je trouvais que c'était malsain. Je dis, vous êtes citoyen français. L'amour d'Israël, non seulement je comprends, mais j'applaudis. Bien sûr que je suis content de ça. Mais vous devez être un pont. Et vous ne pouvez pas être un pont si vous êtes complètement d'un côté et que vous méprisez votre propre citoyenneté. Ça n'ira pas. Et donc c'était un dialogue à la fois difficile, mais passionnant, intéressant, parce que les gens écoutaient, bon, sauf qu'il y avait des éléments irrécupérables. Il y a une petite minorité de vrais fascistes, enfin je ne parle pas je parle du gros de la communauté, des dirigeants communautaires, qui sont souvent des gens remarquables. J'ai encore retrouvé par hasard hier, j'ai fait une conférence au Centre européen du judaïsme, et j'ai retrouvé avec grand plaisir Joël Mergui, avec qui j'avais travaillé à l'époque. Ce sont des gens remarquables et qui sont pleins de bonne volonté, mais qui sont souvent en porte-à-faux parce que là, dans ces tréfonds, la communauté s'est beaucoup radicalisée. Et c'est la situation qui les traîne. C'est cette espèce de va-et-vient incessant entre la communauté nationale qui est la leur ici et celle à laquelle ils se sentent rattachés par toutes les fibres de la peau. Et puis il y a aussi, évidemment, le phénomène relativement nouveau de l'antisémitisme, du nouvel antisémitisme. Vous parlez du nouvel antisémitisme, vous aussi? Oui, bien sûr. Et il existe, il est évidemment...
Si vous êtes un bourgeois, vous habitez dans le 7e arrondissement de Paris, vous le sentez moins que si vous habitez Sarcelles. Et ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Bien sûr qu'ils se sentent mal à l'aise. Si vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'école publique, à l'école de la République, c'est quand même, il y a un gros problème. Vous pensez que la communauté juive a un avenir en France? Oui, autant qu'ils le voudront. Parce que chez beaucoup d'Israéliens, il y a cette idée que, bon, finalement, non, ceux qui vivent en diaspora ont tort. Il ne faut pas tout mélanger. Vous savez, la France, dans ses tréfonds, l'opinion publique française, l'État français, les élites françaises ne sont pas antisémites. On n'est pas dans les années 30, il ne faut pas exagérer. Il y a des antisémites, oui, il y a une espèce de libération de la parole, comme on a dit, aussi bien à l'extrême droite que dans les banlieues, c'est indéniable. Mais la France n'est pas un pays où les Juifs ne pourront pas vivre. On n'est pas à la veille d'une nuit de cristal en France. J'ai trouvé la fin de votre livre assez sombre, Elie Barnavi. Je contemple le spectacle d'un monde atomisé et déboussolé, désormais dépourvu de leadership et livré à la compétition anarchique de petits Mussolini. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est une phase comme ça. J'espère qu'il va y avoir un sursaut. Je constate, je finis ce livre avant la tragédie qui nous occupe aujourd'hui, évidemment. Mais je constate qu'il y a un vrai sursaut de l'Europe, de l'Occident, et que tout n'est pas perdu. Et je dois dire que je suis étonné de la manière dont l'Europe a réagi à la crise ukrainienne. Et donc je pense que ceux qui ont enterré l'Occident comme concept, et les États-Unis comme puissance, et l'Europe comme organisation, ils étaient un peu, ils allaient vite en besogne. Je crois qu'il y a aujourd'hui des moments, il y a des raisons d'espérer, alors que nous sommes quand même au fond du trou avec ce qui se passe en Ukraine. Mais la réaction est meilleure, plus rapide que je l'espérais. L'avenir passe par l'Europe, vous, l'Européen convaincu depuis toujours, en fait. Il n'y a pas d'avenir pour les Européens en dehors de l'Europe. Regardez ce qui se passe avec les Britanniques aujourd'hui, c'est très intéressant. Ils sont seuls, c'est extraordinaire. Et donc ils font de la surenchère. Et ils ont envoyé leur ministre, la nouvelle ministre, Mme Truss, la ministre des Affaires étrangères, ils l'ont envoyé au sommet de l'Europe. C'est quand même extraordinaire. Dans les moments comme ça, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas vers qui se retourner et que Global Britain était une vaste fumisterie. Et donc ils retrouvent d'une manière ou d'une autre le chemin de l'Europe. Et je pense vraiment qu'hors de l'Europe, pour les Européens, il n'y a pas de salut. Ma petite dernière question, justement sur l'Europe, vous dites qu'il y a toujours eu un malentendu ou un malentendu est né entre Israël et l'Europe. Il vient d'où ce malentendu? Mais il vient du passé proche. L'Europe a tout de même été le cimetière du peuple juif. Il vient de là. C'est-à-dire c'est à la fois le sionisme est un mouvement européen. C'est comme disait l'un des pères du mouvement sioniste, c'était le cadeau de l'Europe aux Juifs. Hein. C'était ça, le sionisme est un mouvement qui est né ici. Et en même temps, il est né ici parce que l'Europe a vomi ses Juifs. Et donc cette ambivalence nous accompagne. C'est à la fois le continent avec lequel nous avons les liens les plus profonds. C'est là que les gens viennent, tourisme, sciences, culture, tout ce que vous voudrez. François Furet disait que les sionistes se sont détournés de l'Europe pour mieux l'emporter avec eux. Et donc c'est une ambivalence qui est constitutive même de l'État d'Israël. C'est pour ça que nous avons tellement de mal. Mais je ne désespère pas que petit à petit les relations vont s'apaiser. Et je crois que nous avons encore un long chemin à faire ensemble. Merci beaucoup, merci Elie Barnavi pour cet entretien. Je rappelle votre livre, Confession d'un bon arien, c'est chez Grasset, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous.